Et je les remercie très sincèrement de nous avoir permis de profiter de leur réflexion. Quel florilège de textes et de réflexions et d'intuitions. Vraiment, je pense que pour l'examen... Oh là là, excusez-moi, merci de m'avoir dit ça. Vraiment, je pense que pour l'examen, vous n'avez rien à craindre, vous jeunes. Vous êtes intrépides et vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Félicitations. Bon, alors je passe maintenant à mon second baratin. Critique du roman. Les faux-monnayeurs comme critique du roman. Bon, alors, André Gide a eu le malheur de se lancer dans sa carrière de romancier à une époque où le roman était la forme littéraire la plus dépréciée, la plus discréditée. Balzac et Zola paraissaient avoir épuisé toutes les possibilités du genre, et d'ailleurs les littérateurs fin de siècle tournaient le dos au réel vulgaire et prisaient surtout la délicatesse et la subtilité de la poésie symboliste inspirée de Mallarmé, par exemple. Néanmoins, Gide s'est cramponné à ses ambitions tout en déclarant que le roman devait se renouveler, devait trouver des formes neuves, ne pouvait plus se construire sur la base d'une simple fidélité empirique au réel. Jeune homme, il écrivait dans son journal ceci. Le roman doit prouver à présent qu'il peut être autre chose que miroir promené le long d'un chemin. La formule est de Stendhal, vous reconnaissez. Il montrera qu'il peut être œuvre d'art, composée de toutes pièces, d'un réalisme non des petits faits contingents, mais supérieur. Il faut que dans leur rapport même, chaque partie d'une œuvre prouve la vérité de chaque autre. Il n'est pas besoin d'autres preuves. Et vous reconnaissez déjà que je vais reprendre et répéter quelques observations, quelques remarques qui ont déjà été faites par Pierre et par Christine. Alors, dans Les Faux-monnayeurs, ce même souci de faire du roman une œuvre d'art à part entière se fait voir notamment dans le fait que l'un des personnages principaux est lui-même romancier. Et le journal d'Édouard constitue une réflexion sur le roman, contenant plusieurs passages sur la technique du roman, et au cours d'une conversation qui a lieu à Saas-Fee, dans la partie centrale des Faux-monnayeurs, Édouard explique ses intentions à propos du roman qu'il est en train de préparer. Et voici ce qu'il dit. Est-ce parce que de tous les genres littéraires, discourait Édouard, le roman reste le plus libre, le plus lawless? Est-ce peut-être pour cela, par peur de cette liberté même, que le roman, toujours, s'est si craintivement cramponné à la réalité? Le seul progrès qu'il envisage, c'est de rapprocher encore plus du naturel. Il n'a jamais connu, le roman, cette formidable érosion des contours dont parle Nietzsche, et ce volontaire écartement de la vie qui permirent le style aux œuvres des dramaturges grecs, par exemple, ou aux tragédies du XVIIe siècle français. Notons que Édouard, et à travers lui Gide, prise la stylisation qui vise une sorte de pureté, qui élague le roman, le débarrasse des scories qui l'alourdissent inutilement et l'enlaidissent, afin de laisser paraître une vérité plus claire. Édouard continue. Connaissez-vous rien de plus parfait et de plus profondément humain que ces œuvres, c'est-à-dire des œuvres du XVIIe siècle français? Mais précisément, cela n'est humain que profondément. Cela ne se pique pas de le paraître, ou du moins de paraître réel. Cela demeure une œuvre d'art. Ici donc, le romancier s'oppose au réalisme de surface et se fie à la structure esthétique, l'organisation interne des parties de l'œuvre, pour cerner l'essentiel, faire ressortir une perception en profondeur de la réalité humaine. Et il cite Mithridate, Attali, Tartuffe, Cinna, exemple type de cette pureté classique. Toutefois, quand ses interlocuteurs lui demandent quel est le sujet de son roman, Édouard se lance dans une critique du roman traditionnel qui va directement à l'encontre de ce qu'il vient de dire. Et voici un autre texte un peu long, mais très révélateur. Mon roman n'a pas de sujet. Mettons, si vous préférez, qu'il n'aura pas un sujet. Une tranche de vie, disait l'école naturaliste. Le grand défaut de cette école, c'est de couper sa tranche toujours dans le même sens, dans le sens du temps, en longueur. Pourquoi pas en largeur ou en profondeur? Pour moi,
Je voudrais ne pas couper du tout. Comprenez-moi, je voudrais tout y faire entrer dans ce roman. Pas de coup de ciseau pour arrêter ici plutôt que là sa substance. Depuis plus d'1 an que j'y travaille, il ne m'arrive rien que je n'y verse et que je n'y veuille faire entrer. Eh bien, à présent, il reproche aux réalistes, Balzac, Stendhal, aux naturalistes, Zola, de ne pas avoir imaginé un roman capable d'englober tout le réel. Le propre du réel, c'est d'être sans limite, de ne pas s'arrêter ici ou là. Dans cette perspective, le carcan formel du roman traditionnel laisse échapper de toutes parts la réalité informe, amorphe. Les romanciers réalistes se seraient montrés trop timides devant le monde réel. Ce sont là des propos contradictoires, bien sûr. Soit on soumet le roman à une cure d'amaigrissement pour lui donner une forme svelte, élégante, pertinente, soit on le fait avaler tout ce qu'on trouve sur son chemin pour en faire un monstre difforme. L'illogisme de son propos était flagrant, sautait aux yeux d'une manière pénible, remarque le narrateur. Il apparaissait clairement que sous son crâne, Édouard abritait 2 exigences inconciliables et qu'il s'usait à les vouloir accorder. Eh bien, il y a de quoi penser quand même que Gide lui-même caressait ces mêmes notions opposées. Les 2 tendances l'attiraient. Et en fin de compte, il est possible de considérer les Furtwängler comme une tentative justement de concilier l'une et l'autre. D'une part, dans le journal des Furtwängler, il dit vouloir purger le roman. Il parle de sortir le roman de l'ornière réaliste, puisque la pureté en art, c'est cela qui importe. Mais en même temps, il se déclare mécontent, peu satisfait des récits plutôt minces et schématiques qu'il avait réalisés précédemment. Il se déclare à présent prêt à produire un livre touffu, une œuvre large et panoramique. S'agit-il vraiment de postulats impossibles, incompatibles? Essayons d'esquisser une appréciation de ce qu'il en est dans les Furtwängler. Tout d'abord, si le terme stylisation renvoie à une forme où tout se tient, où il n'y a pas d'éléments inutiles ou superflus, c'est justement ce que Gide cherchait. Dans le journal des Furtwängler, il signale les efforts qu'il fait pour établir une relation commune entre les éléments épars. C'est dans une lettre que Gide écrivit à son ami Roger Martin Dugard, dédicataire du roman, comme on le sait, qu'il explique cette trouvaille. Tout aboutit au suicide du petit Boris. Directement, tout y amène. À partir de quoi tout s'éparpillerait. Nous avons déjà relevé cet aspect de la structure du texte. Gide a dû purger son manuscrit de tout ce qui n'avait pas trait à cette conclusion. Il parle à plusieurs reprises du besoin de remonter toujours plus en arrière pour enlever des choses qui ne servent pas à arriver à ce but. Le résultat, c'est une structure rigoureuse qui véhicule une intuition morale. Forme et fond se marient. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. D'autres exemples de ce souci formel relèvent d'une thématique autour de laquelle le texte se ressemble. Citons cet autre passage du journal des Furtwängler que nos camarades jeunes nous ont lu tout à l'heure. Que maints gestes de ceux d'une génération trouvent leur explication dans la génération suivante. C'est ce que je m'étais proposé de montrer. Comment ceux d'une nouvelle génération, après avoir critiqué, blâmé les gestes et les attitudes, conjugales par exemple, de ceux qui les ont précédés, se trouvent amenés peu à peu à refaire à peu près les mêmes. Songeons à présent à la chambre d'Armand, qui a déjà été évoquée comme de raison, où on voit au mur ce qu'il appelle un tableau symbolique des âges de la vie, depuis les berceaux jusqu'à la tombe. Ce tableau, exemple typique du célèbre mise en abîme, renvoie manifestement à cette même thématique des âges de la vie. On constate donc, comme on vient de l'apprendre, n'est-ce pas? On constate que la distribution des personnages obéit à ce schéma, sont groupés par génération, les vieux, les adultes, parents, les jeunes adultes, les adolescents, les enfants. Il est facile de relever des parallèles entre chaque tranche d'âge dans la mesure où les uns répètent ce que les autres avaient fait
et ainsi de suite. Épouses enceintes d'hommes autres que leur mari, filles révoltées, enfants illégitimes, adolescents qui trempent dans le crime ou le nihilisme. À partir de ce schéma, on peut même parler de structures qu'on dira empruntées à la musique. La fugue, par exemple. Justement, Édouard déclare qu'il voudrait faire quelque chose comme l'art de la fugue. Il s'agit donc d'une composition qui se construit par couches successives, chaque couche reprenant à sa façon le sujet de départ. Les âges de la vie en est peut-être un exemple. Puis, il y a le thème avec variation. La révolte des adolescents, le bâtard, le suicide, la maladie. Et ceci, l'on peut le poursuivre ou figurer sur le plan social, aussi bien que dans le sens littéral. Boris souffre d'une maladie mentale, alors que Armand semble avoir une tumeur à la lèvre. Mais, dit-il, mon mal vient de plus loin. Et en effet, la société souffre d'une maladie. Les symptômes sont des enfants dévoyés, que les responsables n'ont pas le courage de diagnostiquer ni de traiter comme il faut. Et je vous présente ici donc la citation de Sainte-Beuve, mise en épigraphe au chapitre 5 de la deuxième partie, par exemple. C'est ce qui arrive de presque toutes les maladies de l'esprit humain qu'on se flatte d'avoir guéries. On les répercute seulement, comme on dit en médecine, et on leur en substitue d'autres. Puis, retournons à la chambre d'Armand, dont les murs s'avèrent tapissés de mise en abîme. Voici un autre tableau, dans un admirable effort. Dans un admirable effort de synthèse, l'artiste a concentré sur un seul cheval tous les mots à l'aide desquels la providence pure, l'âme équine. Tu remarqueras la spiritualité du regard. Masson nous a parlé de cela tout à l'heure. Mais c'est Boris, souffre-douleur et bouc émissaire, qui est voué à prendre sur lui les péchés de ce petit monde. Seul Christ que mérite ses habitants, si on veut. On revient sans cesse, n'est-ce pas, à la technique de la mise en abîme. On y est revenu à plusieurs reprises déjà. Dont J. Dessinon, l'inventeur, du moins celui qu'elle a baptisé. C'est une technique qui consiste à proposer à l'intérieur de l'œuvre une représentation en miniature qui résume ou reflète, comme un petit miroir, le contenu thématique ou la structure formelle de l'œuvre elle-même. On a déjà évoqué plusieurs exemples, auxquels il convient d'ajouter, comme Pierre nous a signalé tout à l'heure, la leçon d'histoire naturelle que raconte Vincent Molinier sur ces créatures vivant dans le noir au fond des mers. Chacune projetant devant soi, alentour de soi, sa lumière, qui est en quelque sorte une image des personnages dans ce roman, qui, dans le noir, à tâtons, projettent devant eux leur petite lumière. Et surtout, bien sûr, la fausse monnaie, comme cette petite pièce qui incarne la thématique des idées plus ou moins fausses. Où en suis-je là ? Voilà. Qui incarne la thématique des idées plus ou moins fausses, les hypocrisies, les mensonges et les illusions que les êtres humains échangent entre eux. Il y aurait beaucoup à dire à son sujet, car avec les opérations à la bourse, les crises monétaires, les dévaluations, etc., on en vient à comprendre que la valeur de la monnaie, même la soi-disant bonne, n'est pas fixe et dépend des croyances des êtres humains. Et d'autre part, le commerce s'arrange facilement de la fausse monnaie, tant qu'on ne sait pas que ces pièces sont contrefaites. Et la vraie monnaie est sujette aux mêmes méprises, je pense. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Le faux peut-il remplacer le réel? Ça s'appelle se tromper peut-être. La fiction, l'imaginaire, peuvent-elles se substituer aux faits empiriques? Des faits alternatifs peut-être? Qu'est-ce que c'est que le réel? En quoi le roman peut-il prétendre dépeindre la réalité de l'existence humaine? Nous voilà revenus à cet autre postulat du roman tel que Gilles le conçoit ou l'imagine, la représentation du monde réel. Ou plutôt, comme le dit Édouard, la rivalité du monde réel et de la représentation que nous nous en faisons.
la réalité déborde de toutes parts le cadre que le romancier essaye d'établir pour son roman. Édouard fait remarquer: la vie ne nous propose jamais rien qui, tout autant qu'un aboutissement, ne puisse être considéré comme un nouveau point de départ. Ainsi, le roman que nous lisons commence in medias res, chez les Profitants de Dieu, puis revient brusquement en arrière avec les pages rétrospectives du journal d'Édouard, où nous apprenons qu'une certaine partie de l'histoire tire ses origines de l'enfance d'Édouard et Laura. Et enfin, dernière ligne du roman, je suis bien curieux de connaître Kaloub. Ce qui est une version du pourrait être continué. C'est sur ces mots que je voudrais terminer mes faux monnayeurs, comme Édouard l'avait noté. Au début du roman, plusieurs histoires évoluent selon des rythmes divers. Celle qui concerne Laura, Douvier, Édouard, Vincent Molinier tire sur sa fin, dirait-on. Tandis que l'aventure de Bernard, Olivier, Édouard et Passavant ne fait que commencer. D'après les premiers chapitres, Georges et d'autres jeunes malfaiteurs viennent de l'échapper belle grâce à la complaisance du juge d'instruction dans l'histoire du bordel. Alors qu'avec Guéry Denisol et la fausse monnaie, la bande n'atteint sa vitesse de croisière, si je puis m'exprimer ainsi, qu'au cours de la troisième partie. Quant à l'histoire d'Armand, on ne la connaîtra pas, car ce n'est qu'à la fin du roman que celui-ci débute dans un nouveau poste. Gilles le dit bien dans le journal des faux monnayeurs. La vie nous présente de toutes parts quantité d'amorces de drame, mais il est rare que ceux-ci se poursuivent et se dessinent comme a coutume de les filer un romancier. Et c'est là précisément l'impression que je voudrais donner dans ce livre et ce que je ferai dire à Édouard. Donc, Vincent et Liliane, qui occupent le devant de la scène au cours des premiers chapitres, puis on les perd de vue. Et le roman soulève et laisse sans réponse bon nombre de questions, tant sur le passé que sur l'avenir des personnages. Qu'en est-il du passé de Madame Profitant-Dieu, la maîtresse de M. Oscar Molinier? Qu'est devenue la mère de Boris? Faut-il s'inquiéter pour la vue de Rachel, par exemple? Voici des rebuts qu'un roman conventionnel n'oserait guère laisser en suspens ainsi. De même, la chronologie dans les faux monnayeurs, Pierre nous en a parlé tout à l'heure, la chronologie est maniée avec une désinvolture inhabituelle. Pour l'époque du moins. Gilles laisse en plan ou répudie le développement linéaire du récit, car le passé, le présent et l'avenir se chevauchent. On se trouve devant des flashbacks, comme on vient de voir, mais en même temps, c'est bien le cas de le dire, on constate que certains événements se déroulent simultanément. Comment le romancier parvient-il à s'en accommoder? Eh bien, notre narrateur ne se gêne pas, il le dit franchement. Au moment où il accompagne Vincent quand celui-ci rentre de sa nuit chez Liliane, il change soudain de cap. Laissons-le. C'est l'heure où, dans une triste chambre d'hôtel, Laura, sa maîtresse d'hier, après avoir longtemps pleuré, longtemps gémi, va s'endormir. Sur le pont du navire qui le ramène en France, Édouard, à la première clarté de l'aube, relit la lettre qu'il a reçue d'elle. Il est temps de retrouver Bernard. Voici que dans le lit d'Olivier, il s'éveille. Le narrateur fait preuve d'une agilité considérable pour être partout à la fois. En attirant l'attention sur ces changements de lieu, Gide exploite ouvertement une possibilité romanesque qu'un certain type de romancier prendrait soin de maquiller. De même, il passerait sous silence, ce narrateur conventionnel, tout ce qu'il ne peut pas savoir, qu'il est de rigueur, que le narrateur est omniscient, n'est-ce pas? Or, Gide subvertit franchement les recettes de la narration conventionnelle. Son narrateur ignore la discrétion qui est de mise dans le roman traditionnel et annonce ostensiblement ce qu'il peut et ne peut pas nous dire. Chez les Profitants de Dieu, par exemple, un passage classique, le père et le fils n'ont plus rien à se dire. Quittons-les. Laissons Madame Profitant Dieu dans sa chambre, assise sur une petite chaise droite peu confortable. Quittons-la. Cécile dort déjà. Kaloub considère avec désespoir sa bougie. Elle ne durera pas assez pour lui permettre d'achever un livre d'aventure.
J'aurais été curieux de savoir ce qu'Antoine a pu raconter à son amie la cuisinière, mais on ne peut tout écouter. Voici l'heure où Bernard doit aller retrouver Olivier. Je ne sais pas trop où il dîna ce soir, ni même s'il dîna du tout. La réalité, dans ce roman, ne comprend pas tout ce qui existe, mais se limite bien plutôt à ce que le narrateur est en mesure de savoir, ce qui ne constitue qu'une dimension très limitée de ce qui est. D'une part, lorsque le narrateur s'ingère intempestivement dans le récit, cela met à mal l'illusion que la fiction est censée entretenir. Par exemple, ceci. Passons. Tout ce que j'ai dit ci-dessus n'est que pour mettre un peu d'air entre les pages de ce journal. À présent que Bernard a bien respiré, retournons-y. Le voici qui se replonge dans sa lecture. Ailleurs, ce narrateur, tant soit peu impertinent, ne ménage guère le lecteur. Brusquement, il laisse tomber une conversation entre Bernard et Olivier, ayant aperçu Georges et ses camarades. Pour les écouter, quittons un instant Olivier et Bernard. Tant pis pour les transitions artificieuses du récit orthodoxe. Mais, curieusement, on constate ici, non pas la mimésis, il est vrai, mais bien plutôt un effet de réel, pour emprunter une formule à Roland Barthes, ou ce que notre critique appelle l'équivalence ontologique du réel. Comme lorsque la réalité échappe au narrateur, ou le surprend, ou le prend au dépourvu. Par exemple, quand Bernard fond en larmes devant Laura, le narrateur s'exclame « Mais quoi? Le voici qui sanglote, est-ce possible? Lui, Bernard ?» De même, entre parenthèses, à la cantonade, Léliane m'agace un peu lorsqu'elle fait ainsi l'enfant. Le narrateur se trouve devant ce monde fictif, comme nous, devant notre réalité. En définitive, ce qui est présenté ici, c'est un monde vu sous un certain angle, modelé selon la situation, l'état d'esprit, la capacité de compréhension du narrateur. Édouard m'a plus d'une fois irrité, déclare notre narrateur, indigné même. J'espère ne l'avoir pas trop laissé voir, mais je puis bien le dire à présent. Sa façon de se comporter avec Laura m'a paru parfois révoltante. Tout ceci contribue à dévaloriser l'autorité du narrateur, à relativiser son point de vue. D'ailleurs, il n'a, semble-t-il, aucun pouvoir sur les événements ni les caractères qui acquièrent par là une sorte d'autonomie, comme s'ils étaient réels en fait. À preuve, tout ce chapitre 7 de la deuxième partie, l'auteur juge ses personnages. Il en était déjà question tout à l'heure. L'auteur imprévoyant s'arrête un instant, reprend souffle et se demande avec inquiétude où va le mener son récit. S'il m'arrive jamais d'inventer encore une histoire, je n'en laisserai plus habiter que par des caractères trempés, que la vie, loin d'émousser, aiguise. Laura, Douvier, La Pérouse, Azaïs, que faire avec tous ces gens-là? La réalité, en fin de compte, c'est la représentation du réel, qui se déclare ouvertement comme telle, plus, y compris, la perspective de qui la rapporte, avec la coloration, la partialité, qui est inséparable du point de vue. Ainsi, ce n'est souvent pas le narrateur, mais bien plutôt des lettres, des journaux intimes, des dialogues, dont Pierre parlait tout à l'heure, qui nous communiquent les incidents dans Les Faux-monnayeurs. Ceci est conforme à la conception gidienne du roman, comme il le dit dans un texte rédigé 15 ans avant, et que Christine nous a cité ce matin. Je voudrais... le roman, tel que je le reconnais ou l'imagine, comporte une diversité de points de vue soumise à la diversité des personnages qu'il met en scène. C'est par essence une œuvre déconcentrée. Dans cette perspective, la réalité, c'est une accumulation de récits. C'est dans le journal des Faux-monnayeurs encore que Gide précise une technique romanesque qui correspond à cette conception du réalisme. Je voudrais
que les événements ne fussent jamais racontés directement par l'auteur, mais plutôt exposés, et plusieurs fois, sous des angles divers, par ceux des acteurs sur qui ces événements auront eu quelque influence. Je voudrais que dans le récit qu'ils en feront, ces événements apparaissent légèrement déformés, une sorte d'intérêt vient pour le lecteur de ce seul fait qu'il est à rétablir. L'histoire requiert sa collaboration pour se bien dessiner. Christine nous parlait ce matin de cet homme en colère qui raconte une histoire. C'est exactement cela, cette idée que Gide reprend dans Les Faux-monnayeurs. C'est à la lumière de ces remarques que l'on comprend pourquoi l'histoire de la liaison entre Vincent et Laura est racontée quelque 10 fois par des personnages différents, avec chacun son point de vue et son mot à dire. Il en va de même de l'histoire de Bernard, qui est également filtrée à travers une multiplicité de points de vue. C'est ici une technique romanesque qui ne nous apprend pas seulement ce qui se passe, mais qui nous permet de comprendre pourquoi tel ou tel narrateur a intérêt à rapporter tel ou tel détail. J'ai perdu une page. Un caractère. Voilà. Le point de vue nous offre ceci. Un caractère arrive à se peindre admirablement en peignant autrui, en parlant d'autrui, en raison de ce principe que chaque être comprend vraiment en autrui que les sentiments qu'il est capable lui-même de fournir. Vous voyez que le récit comporte une sorte de réalisme psychologique aussi. En dernière analyse, on pourrait dire que ce qui intéresse vraiment Gide, c'est moins la précision ou même la fiabilité des détails racontés que le rapport entre ce qui est dit et le tempérament ou les circonstances de celui ou celle qui les raconte. La manière dont le monde des apparences s'impose à nous et dont nous tentons d'imposer au monde extérieur notre interprétation particulière fait le drame de notre vie, affirme Édouard. Gide lisait Robert Browning, le poète anglais, à l'époque où il composait Les Faux-monnayeurs. Il trouvait chez le poète anglais de quoi alimenter son projet romanesque, notamment une histoire comportant une diversité de points de vue. Et voici ce qu'il en dit. On ne sait si l'intérêt est plus dans le sujet ou dans la manière dont il le traite. C'est une réflexion qui s'applique à merveille, je pense, aux Faux-monnayeurs. Nous voici revenus à notre point de départ. Quel est le sujet des Faux-monnayeurs? Mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce roman? Dans les dernières pages, Édouard indique qu'il ne se servira pas, dans ses Faux-monnayeurs, de la mort du petit Boris. On nous a rappelé cela tout à l'heure, avec une perspicacité, une pertinence admirable. L'incident, explique Édouard, a quelque chose de péremptoire, d'indéniable, de brutal, d'outrageusement réel. Il me déplaît d'être surpris. Voilà. Je vais vous montrer cette citation. Voilà. Il me déplaît d'être surpris. Le suicide de Boris m'apparaît comme une indécence, car je ne m'y attendais pas. Le roman du roman est également le roman du romancier qui a dû finir par écrire, sous le même titre que le livre que nous avons entre les mains, un roman tout à fait autre, qui ne comporterait pas de référence au suicide de Boris. Une fiction qui passe à côté de ce qui pour nous semble l'essentiel. Ce qui ressort de cet état de choses, c'est la contingence. Cette histoire semble bien avoir eu lieu, mais il aurait pu tout aussi bien ne pas se dérouler ainsi, ne pas aboutir à la même conclusion. Ici, la critique du roman entraîne aussi la critique du romancier. Édouard semble être insensible, sinon aveugle, aux causes de cette mort, mort à laquelle il a lui-même contribué. Le romancier n'est pas hors jeu, il est impliqué dans ce qu'il décrit. Merci de votre attention.